On n'a jamais eu autant de confort et pourtant on va de plus en plus mal. Burn-out, anxiété, surcharge mentale. Et si le problème ne venait pas de nous, mais de notre cerveau qui n'est pas fait pour le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Sommes-nous de moins en moins heureux, trop stimulés, déconnectés de la réalité? Salut! Comment tu vas? 3 mots simples souvent lancés machinalement. Tous les jours on les adresse à nos proches, à nos collègues, voire même à nos voisins, sans attendre vraiment de réponse. Car c'est rare, voire mal vu de répondre autrement que par un « Oui, ça va ». Pourtant, derrière ces sourires polis et ces réponses toutes faites, se cache parfois Madame Anxiété ou Monsieur Épuisement, que l'on cache par habitude ou par tabou. C'est en tout cas ce que prouvent certaines sources, notamment celle de l'assurance maladie, qui nous dit qu'aujourd'hui, une personne sur 4 peut souffrir de troubles mentaux au cours de sa vie. Malgré cette réalité, 23% des Français estiment ne pas prendre soin de leur santé mentale, un sentiment encore plus marqué chez les femmes et les 18-24 ans. En cause, le tabou qui entoure encore les troubles psychiques. Et les chiffres le confirment. 7 Français sur 10 ont au moins une idée reçue sur la santé mentale. Un psy? Je suis pas folle. Ces préjugés renforcent la stigmatisation et freinent le recours à une aide spécialisée. Je me suis alors demandé comment était perçue la santé mentale dans les années 70. Par rapport à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Les gens étaient-ils aussi touchés que maintenant? Pour moi, les années 70 jusqu'à début 2000, je dirais pas que c'était mieux avant, mais je les perçois comme les dernières années de l'humain du réel. Dans le sens où les réseaux sociaux n'étaient pas omniprésents. Il y avait donc beaucoup moins de comparaisons, même si elles étaient différentes. Le rythme de vie était plus lent, les liens sociaux étaient réels, on avait accès à plus de stabilité plus tôt, emploi, logement. Alors oui, les femmes avaient moins de liberté, on avait moins accès à l'information, la santé mentale était un sujet tabou et faisait l'objet d'une stigmatisation extrême. Elle était considérée comme bien moins importante que la santé physique. Les gens n'étaient pas forcément plus heureux, ils exprimaient moins leur mal-être et avaient bien moins d'outils pour le comprendre. On parlait très peu de dépression ou d'anxiété. Aller voir un psy était souvent vu comme grave ou honteux. On gardait les problèmes pour soi ou dans la sphère familiale, le fameux « ça va passer, sois fort ». Les troubles mentaux étaient mal compris et souvent associés à la folie. Les hôpitaux psychiatriques existaient déjà, mais avec une approche souvent très dure et des thérapies moins diversifiées qu'aujourd'hui. Les années 70 marquent aussi une évolution, belle invention quand même, hein. Notamment avec des figures comme Michel Foucault, qui remettent en question les institutions psychiatriques. Michel Foucault s'opposait à la psychiatrie dite policière, qui n'avait pour fonction que le renfermement et non pas les soins. Deux visions s'opposent. La majorité des professionnels veulent améliorer le système existant, notamment les hôpitaux psychiatriques, sans tout bouleverser. Une minorité plus radicale pense au contraire que le système est mauvais à la base et qu'il faudrait carrément le supprimer. C'est là qu'apparaît le thème antipsychiatrie, utilisé encore aujourd'hui. Le problème ne viendrait pas seulement de la personne, mais aussi et surtout du système autour d'elle. Revenons à notre époque, mais retournons 6 ans en arrière. Pardon si je vous fais remonter de mauvais souvenirs, mais c'est important que l'on fasse un état des lieux. La pandémie Covid-19 et le confinement ont eu un impact considérable sur notre santé mentale. Plusieurs études l'ont démontré, comme celle de Santé publique France, qui nous explique dans un article de 2022 que le Covid a aggravé les problèmes existants et créé de nouvelles souffrances. À cause de l'isolement total pendant 2 mois, la peur, les problèmes financiers, la perte de lien social, beaucoup de Français ont été psychologiquement affaiblis. J'ai moi-même été assez choquée du discours d'Emmanuel Macron et de son fameux « Nous sommes en guerre ». Il nous annonçait très froidement qu'on serait privé de liberté pour une durée indéterminée. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Sans nous rassurer. Les inégalités ont été amplifiées, tout le monde n'a pas vécu le Covid de la même manière. Ça dépendait de ton argent, de ton logement, de ton travail, du soutien social que tu avais. Les plus fragiles ont été les plus touchés. Des personnes seules ou des familles isolées dans des logements bien trop petits. Des personnes ayant perdu leur emploi car leurs entreprises n'ont pas pu se relever de cette crise. Le Covid a aussi posé des dilemmes. Protéger la santé versus préserver la liberté. Santé physique versus santé mentale. On a pu observer lors de cette crise sanitaire une augmentation de 30%
des états dépressifs et de 26% des troubles anxieux de la population générale, avec en première ligne les jeunes et les femmes. Dépression, stress post-traumatique, anxiété, insomnie, qu'ils aient été infectés ou non par la Covid-19, près d'une personne sur 5 développera des difficultés psychologiques ou des troubles mentaux. Une personne sur 5. Le Covid n'a pas créé le mal-être, il l'a amplifié et accéléré. 6 ans après la pandémie, d'autres problématiques font surface. Un sondage Ipsos révèle un pessimisme des Français sur l'année écoulée. 85% estiment que l'année 2025 a été une mauvaise année pour la France. Le contexte géopolitique joue clairement un rôle. Entre des conflits comme la guerre en Ukraine ou celle du Moyen-Orient, on vit dans une ambiance d'instabilité permanente. Même si ça se passe loin, on y est exposé tous les jours via les infos, les réseaux sociaux. Résultat, un climat d'anxiété diffus, une impression que le monde est dangereux, imprévisible. Ton cerveau, lui, ne fait pas toujours la différence entre menaces réelles et menaces perçues. À ça s'ajoute une pression économique réelle, inflation, coût de la vie, difficulté à se projeter, les salaires qui n'augmentent pas en réponse à tout ça. Beaucoup de gens ont le sentiment de faire des efforts sans jamais vraiment avancer ou même être récompensés. Et c'est pas juste une question d'argent, c'est aussi une question de sécurité mentale. Quand tu ne sais pas de quoi demain sera fait, bah ton stress, lui, il redescend jamais. Avant, les repères étaient plus clairs. Carrière stable, souvent dans une seule et même entreprise, trajectoire de vie classique, mariage, enfant, maison, et le chien si tu veux. Aujourd'hui, on a plus de liberté, mais aussi plus de flou. Beaucoup de gens ne savent plus pourquoi ils font ce qu'ils font, ni où ils vont. Pourquoi je suis là, moi déjà ? Et ça, mentalement, ça use énormément. En parlant d'insécurité ou de stabilité, par exemple, j'ai dû moi-même attendre 2 CDD et donc 18 mois pour avoir mon CDI. C'est bête, mais pendant 18 mois, j'ai continué à chercher un emploi, à être dans le flou de est-ce qu'ils vont me garder, est-ce que je suis à la hauteur pour avoir ce CDI ? Autre problème, notre mode de vie moderne. On vit dans une société qui nous stimule en permanence. Notifications, réseaux sociaux, comparaison, publicité de partout, surcharge d'infos. Ton cerveau n'a quasiment plus de pause. Tu compares ta vie à celle des autres, tu te sens en retard, pas assez bien, pas assez rapide. Cette pression est invisible mais constante. J'ai 30 ans et la question qu'on me pose constamment, au moins une fois par semaine, c'est quand est-ce que tu vas avoir un enfant ? Alors qu'on pourrait s'intéresser à mes passions ou à ce que je fais dans la vie. Et que peut-être je ne peux pas ou ne veux tout simplement pas avoir d'enfant. Mais c'est un autre sujet. Il y a aussi un truc que l'on sous-estime. L'isolement. On est hyper connecté mais souvent seul dans la vraie vie. Moins de liens profonds, moins de discussions sincères, plus de relations superficielles. Or, l'humain est un être social, donc quand ce lien disparaît, ça fragilise tout. Donc oui, les contextes géopolitiques et économiques jouent un rôle, mais ce n'est que la surface. Le cœur du problème, c'est un cocktail. Surcharge mentale, incertitude, comparaison, perte de sens, isolement, hyperconnexion, et c'est ça qui est piégeux. Chaque problème pris seul est supportable, mais mis ensemble en continu, ça épuise. On n'a jamais eu aussi peu de répit pour encaisser autant de choses. Tout n'est pas tout noir et j'aime à penser qu'on va trouver des solutions pour faire en sorte que tout le monde se sente mieux. Alors oui, il y a eu des actions, mais il faut rester lucide. C'est bien, mais pas suffisant. Le gouvernement a mis en place quelques solutions, notamment le dispositif Mon Soutien Psy, qui vous donne droit à un remboursement de 12 séances d'accompagnement psychologique par an. Sauf que le dispositif a ses limites. Le nombre de séances est trop juste, la rémunération peu attractive pour les psys, donc tous ne participent pas. On a aussi eu droit à un renforcement des lignes d'écoute avec plus de numéros d'aide psychologique, des dispositifs d'urgence, notamment pour les jeunes, que l'on peut retrouver sur Santé publique France. C'est très utile pour désamorcer une crise, orienter les gens, mais ça ne remplace pas un suivi. En parlant des jeunes, il y a des accompagnements dans les écoles, plus de soutien psychologique, des campagnes de prévention. Est-ce suffisant ? Je ne pense pas. Le contraste néanmoins entre 50 ans avant et aujourd'hui
c'est que l'on parle beaucoup plus de santé mentale, les outils sont plus nombreux, mais soyons honnêtes, les délais sont toujours longs pour voir un psy, la psychiatrie est encore sous tension, on manque de professionnels, la santé mentale reste moins financée que d'autres domaines médicaux, ce qui limite les avancées. Par contre, on ne traite plus seulement un symptôme, mais la personne dans son ensemble. Les mentalités ont changé, parler de dépression ou d'anxiété, c'est devenu plus acceptable. Les gens osent davantage consulter, demander de l'aide et se soutenir. Là où avant il y avait du silence, de la honte, aujourd'hui on a plus de compréhension. Donc oui, il y a eu des progrès, mais le problème reste massif. Il y a quelques mois, je me suis rendu compte que j'étais constamment fatiguée, même sans faire de sport de la journée. Je scrollais, je regardais des séries, je culpabilisais alors que je travaillais beaucoup. Et j'avais pourtant l'impression de ne jamais en faire assez. Et un jour, je me suis dit, c'est pas normal. J'ai tout pour aller bien alors. Pourquoi je me sens comme ça ? Et j'ai réalisé que le problème ne venait pas de moi, mais de tout ce que j'avais laissé entrer dans ma vie sans me rendre compte, et de tout ce que j'avais laissé de côté. Le dessin, les maquettes, les mangas, la pâtisserie. Petit à petit, la solitude avait pris sa place aux côtés de l'anxiété. Je dis pas que regarder des séries sur Netflix, c'est hyper mauvais, qu'il faut éviter, etc. Mais je pense que, à titre personnel, j'ai besoin d'un équilibre. Un équilibre entre ma vie sociale, ma vie professionnelle, mes passions et des moments off, rien qu'à moi. J'ai remis du sens et surtout du vrai dans mon quotidien. Marcher, faire de nouvelles rencontres, tester de nouvelles activités. J'ai aussi réduit drastiquement mon temps passé sur les réseaux sociaux. Je me suis désabonnée de plein de comptes ou pages qui véhiculaient du contenu négatif ou qui me faisaient me sentir inférieure. Tout ce que tu regardes influence comment tu te perçois. J'ai aussi compris que j'étais pas obligée d'être productive tout le temps, que j'étais pas obligée d'aller à la salle de sport 5 fois par semaine ou de boire du matcha tous les matins alors que je déteste ça. Peut-être que le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas qu'on va mal, c'est qu'on pense qu'on devrait aller bien dans un monde qui ne va pas bien. On a enfin compris que la santé mentale est un enjeu collectif, mais on est encore en train d'apprendre à y répondre. Et maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on fait nous ?